arrive sur le circuit du Mans et on est piloté par Hervé Guyomard, ce qui va être un bonheur. Ah oui. Le centre média. Non, ils font pas semblant quand même. Maintenant, on change de pilote. Le pilote n'a pas le droit de courir plus de 4 heures consécutives et pas plus de 14 heures sur les 24 heures. Pourquoi on est arrivé à ces normes-là? D'abord parce que maintenant c'est plus une course d'endurance, c'est un grand prix de 24 heures, on peut le dire comme ça. Quand on voit la performance des pilotes et quand on voit aux images, pas ces images-là, mais les images qu'on verra tout à l'heure, le comportement des pilotes, c'est vraiment des gens qui sont toujours à la limite, avec des séquences de... Nous, quelquefois, ça nous glace quand on a la direction de course et qu'on voit qu'ils sont à 3 de front dans les naudières et ils sont à 345 et on ne sait pas qui va lâcher le premier au freinage de la chicane. Et il y en a un quatrième qui arrive et qui passe par la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il est plus pressé que les autres, c'est absolument hallucinant. Donc on a dû gérer cela parce que immédiatement après la guerre, les 24 heures n'ont pas eu lieu de 1940 à 1948. En 1949, quand on a repris, c'était la première année où Ferrari avait conçu une voiture capable de faire les 24 heures du Mans. C'était la petite 166 1000 Miglia, à moteur 2 litres, et donc il avait interdit que la voiture soit engagée aux 24 heures. C'était sans compter que Luigi Chinetti, qui avait déjà gagné les 24 heures en 32 et en 34, qui était un rusé, moi je l'ai bien connu, ça a été un bon copain, enfin, pour moi c'était le tonton d'Amérique, parce que pendant 15 ans, quand je dirigeais l'école de pilotage, il a mis chaque année à disposition de mes élèves une Ferrari, tout frais payé aux 24 heures, pendant 15 ans. Quand on sait ce que coûte un engagement 24 heures avec une autocolonne, bon certes elle n'était pas toute première fraîcheur, mais quand même on a réussi à faire des belles places. La première année c'était une petite Dino 246, je ne sais pas certains d'entre vous qui ont gagné sur la 24 se rappellent de cette voiture. Moi j'étais très fier parce que j'étais team manager d'une voiture qui fait les 24 heures, on a fini 18e avec une voiture qui n'avait... Alors il y avait... Tout était d'origine, rien ne pouvait être modifié. Si on avait enlevé des pots d'échappement, on avait mis deux tuyaux tout droit. Mais c'était sympa comme tout. Après on est passé avec des Daytona, puis on est passé au Boxer, au BBLM, etc. Donc Luigi Chinetti fait acheter une 166mm par Lord Selsdon, qui est un cousin de la reine d'Angleterre, et il engage la voiture discrètement aux 24 heures. Par contre, il se dit, si Lord Selsdon, mon copain, qui avait déjà couru les 24 heures en 38, 38-39 avec des Lagonda V12, donc il était quand même né de la dernière pluie, mais il se dit, si l'autre britannique conduit la voiture, on va casser l'embrayage ou la boîte, puisqu'on sait que c'est la fragilité de la voiture, et il décide de le saouler. Il le saoule au cognac le vendredi soir. On est une audière, là-bas, le fameux restaurant de Génicel, que vous connaissez peut-être pour certains, c'est l'endroit au monde, mesdames, où il s'est dit le plus de mensonges. Parce que comme c'était l'endroit où se retrouvaient tous les pilotes des veilles d'essai, ou les soirs d'essai, chacun disait bah, j'ai fait tel temps, tel chrono. Comme il n'y avait pas de chrono officiel, tout le monde mentait effrontément, mais enfin bon, c'était sympa. Et le père Génicel était un sacré personnage. Et donc, il s'installe à la terrasse, plein devant la piste, et puis pendant que Chinetti passe les verres de cognac par-dessus son épaule dans les géraniums à cette pauvre Madame Génicel, l'anglais il descend la bouteille. Il est raide mort, 22h30, le vendredi soir, raide mort. On l'emmène à l'hôtel de Paris, qui était l'hôtel de luxe à l'époque au Mans, et il se réveille le dimanche midi. C'est parti le samedi à 16h. Un peu de 16h plus tard, il arrive au circuit. Et il est 15h30, il reste à peu près 3 tours, il fait les 3 derniers tours avec la Ferrari. Chinetti a conduit 23h30, on le sort, on a des photos, on le voit, on le sort de la voiture, il est comme complètement crispé dans la position de conduite, tellement il a fatigué. Et donc la voiture gagne les 24 heures. Alors ça donne des idées. L'année suivante, on a Rosier, qui est concessionnaire Renault à Clermont-Ferrand, qui vient lui avec une voiture qui est plutôt une voiture de Grand Prix, ce qu'on appelait les Talbot monoplaces décalées, étaient des voitures qui faisaient aussi bien les Grands Prix, et pour les 24 heures, on mettait 4 ailes de moto par-dessus les roues, 4 phares, et ça faisait les 24 heures. Il vient avec son fils Jean-Louis, et il prend le départ à 16h. À minuit, 8 heures après le départ, il n'a toujours pas laissé le volant. Il s'est arrêté, bien sûr, faire de l'essence, etc., mais il a toujours... Et rendu au Hunaudière, là-bas, il loupe une vitesse. Il fait 5e seconde au lieu de 5e, 4e. Les culbuteurs, tout ça, ça devient un petit peu en charpie. Il rentre au stand, la voiture ratatouille beaucoup. Et vous savez qu'ici, on est extrêmement à cheval sur la régularité des choses. Donc, dès qu'une voiture s'arrête, vous avez une nuée de commissaires de chez nous qui s'abattent sur la voiture et qui regardent la moindre chose de façon à ce qu'on ne triche pas. À l'époque, c'était un petit peu plus léger. La preuve, c'est qu'on a beaucoup triché pour gagner 24 heures. Jadis, c'est moins vrai maintenant, parce que maintenant, on met une boîte électronique dedans qui contrôle 80 paramètres instantanément. Donc, on sait toujours ce qui se passe. Toujours est-il qu'à l'époque, Robert Aumêtre, qui est le mécanicien de Rosier,
c'est vous dire si je suis vieux, Robert Omètre était le mécano de Jean Bugatti Chez avant-guerre. Bugatti, ouais. Et il était encore à l'époque, enfin on n'est jamais qu'en 50, là c'est vrai, il est encore tout jeune, Robert, et c'est un vieux briscard, il a tout compris. Et il dit au commissaire technique de la CO, les gars, allez vous faire payer une petite coupette de champagne par les filles dans le fond du stand, parce que mesdames, il faut savoir qu'il existe toujours dans la stratégie des 24 heures ce qu'on appelle une stratégie de charme. Il y a dans toutes les écuries un lot de 3 jolies jeunes femmes, 4 peut-être, 5, je ne sais pas, ça dépend des moyens de l'entreprise, avec quelques bouteilles de champagne au frais, qui sont chargées de surtout récompenser la concurrence. Parce que le boulon de 18 qui rentre dans le coupe 18, au bout de 3 coupes, il a un petit peu de mal à rentrer. On a gagné quelques secondes. Ça joue toujours. Et c'est toujours vrai. Je suis témoin depuis 50 ans que je suis ici. C'est toujours vrai. Donc, les filles, comme disait Rosie, notre mécano, emmène les commissaires techniques boire un petit coup de champagne. Et puis notre ami au maître dit, bon, j'ai du boulot, mais je vais d'abord me taper un gros sandwich. En fait, il va dans le camion qui est derrière le stand, Il met les dans pièces. une grande baguette de pain, avec beaucoup de jambon qui dépasse et beaucoup de feuilles de salade. Il passe une rampe de culbuteur neuve, et il passe sous le capot, il s'enferme sous le capot, il fait sa petite affaire. 45 minutes plus tard, c'est fait. Il dit à Jean-Louis Rosier, le fils, tu fais 3 tours pour rôder tout ça. Il dit au père, tu manges 3 bananes parce que dans 3 tours, tu t'y recolles. Et Rosier reprend le volant après pratiquement 1 heure d'arrêt seulement et il gagne les 24 heures. Avec 23 heures de conduite, son fils a fait 3 tours. Donc ça donne des idées encore. L'année suivante, c'est un garçon qui s'appelle Bouillin qui vient aux 24 heures tout seul. Alors lui, il annonce la couleur, j'ai pas de coéquipier. Je viens tout seul. Avec une Talbot de Grand Prix, avec des ailes par-dessus, etc. Tout bien comme il faut. Il prend le départ. 22h40 après le départ, il est en tête des 24 heures du Mans, avec 9 tours d'avance sur la Mercedes, qui est la préfiguration des Mercedes Papillon, les 300 SL. C'est quand même l'arrivée de l'injection directe au monde sur un moteur, plus de pollution, réglage, etc., consommation. Et à 1h20 de l'arrivée, il casse le vilebrequin. Bon, c'est l'abandon, là il n'y a pas de réparation possible. Et Mercedes, avec 9 tours de retard, à l'époque, un tour du circuit des 24 heures qui faisait 13 km 461, ça représente 5 minutes 50 à peu près. Donc 9 tours, c'était une année-lumière par rapport à la voiture qui était devant. Et Mercedes gagne. Et ils gagnent d'une façon chanceuse, on peut dire les choses comme ça. Et ils vont avoir la reconnaissance du ventre, puisqu'en 1955, ils vont dire à Bouillin, qui entre-temps, étant fils de famille, a pris un surnom l'évêque, parce qu'il ne voulait pas faire peur à sa famille de courir, l'évêque va être au volant de la voiture, qui va sauter dans le public, faire 80 morts, 150 blessés graves et 300 blessés légers. Comme quoi, d'un bienfait, on est arrivé à une horreur absolue. On va continuer par plus gai quand même. L'étage en dessous, ce sont des loges. Donc les loges, c'est l'espace qui est entre 2 poutres bleues. Donc on a 60 loges comme ça qu'on loue à des entreprises pour leurs clients, leurs prospects. Alors, moi j'avais fait un petit calcul il y a une vingtaine d'années quand j'étais aux affaires, comme on dit ici, puisque j'achetais le champagne à la tonne chez Mouette et Chandon. Alors, il y a plus que ça, puisqu'il y a eu la loi Evin en 80 et quelques, 90 et quelques. Donc, il coule à peu près 100 litres par voiture au rez-de-chaussée par heure, et au premier étage, 3750 bouteilles de champagne par heure, à l'heure de l'apéritif, le samedi des 24 heures. Et je ne me souviens plus du nombre de dizaines de milliers de petits fours, parce que les gens de chez moi, comment s'appelle ce traiteur de Paris qui est hyper connu, là, Potel Chabot, m'avait dit, on vient avec, je ne sais plus, 48 mètres cubes de petits fours, enfin, c'est hallucinant. Divisé par le volume, ça faisait des dizaines de milliers de petits fours. Enfin, voilà à peu près la consommation des 24 heures. Mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est important quand même de savoir un petit peu comment tout ça se passe. Alors, les commentateurs de la télévision sont de l'autre côté, tout à fait en haut de la tribune qui est notre siège social. Vous voyez la partie argent qui est sur l'arrière du bâtiment, ce sont nos bureaux. Là, il y a 150 salariés de l'Automobile Club de l'Ouest, qui est une association de loi de 1901. Nous sommes nés en décembre 1905 pour le premier Grand Prix de l'automobile de l'histoire du monde. En fait, l'histoire de la Sarthe, elle est la suivante. Milieu du 19e siècle, Bollé, qui est un fondeur de cloches de la région d'Orléans, vient s'installer au Mans. Et en 1873, il va concevoir la première voiture à vapeur, qui est la première voiture en France, c'est sûr, en Europe, c'est probable, au monde, peut-être. Je dis peut-être parce qu'il y avait quand même au même moment un frémissement en Grande-Bretagne où on avait déjà créé ce qu'on appelait les locomotives routières, qui indiquaient bien que le chemin de fer était devenu en dehors des rails sur les routes. Et aux États-Unis, ça commençait aussi à frémir, et puis il y avait Daimler, etc. Bref, Bollé
construit quelques voitures entre 1873 et 1895. Et puis en 1895, ses deux fils, Amédée et Léon, comprennent que le père est dans l'erreur totale avec la propulsion à la vapeur, qu'il faut passer au carburant en pétrole. Et donc ils se mettent à construire des voitures qui vont avoir un certain succès. Il y en a une en particulier qui va rencontrer beaucoup de succès, qui est un tricycle, avec 2 places en tandem, la place avant du passager étant réservée plutôt au personnage de la famille qu'on aime le moins, étant donné le risque engendré par sa position avancée. Donc ça s'appelle un tube Elmer. Et le tube Elmer, il va s'en vendre des dizaines de milliers d'exemplaires, à tel point qu'en n'arrivant pas à faire la production nécessaire, ils vendent leur licence aux Anglais et ils vendent des véhicules partout. Moi j'en ai retrouvé en Australie, j'en ai retrouvé dans les pays nordiques, dans des musées. Le tube Elmer, c'est vraiment un engin qui a beaucoup séduit à l'époque. Et qui a permis d'ailleurs à un de nos futurs présidents de la CO, qui s'appelait Paul Jamin, de gagner en 1896 Paris-Deauville et Paris-Dieppe, qui étaient des courses qui partaient bien sûr de la capitale. Et toujours est-il que Bollée, autour de lui, crée déjà un certain intérêt à la fin du XIXe siècle, et il se crée au Mans ce qu'on appellerait un cercle d'initiés à l'automobile, et qui imagine déjà, parce que c'est dans les gènes de l'homme, faire de la compétition, la preuve. Et ces gens-là, on va les dénommer sportsmen. C'est à la fois élégant, ça correspond un peu à leur classe dominante, si j'ose dire, dans la région du Mans. Et en 1905, ce sont ces gens-là qui vont proposer à l'Automobile Club de France un dossier lors d'un appel d'offres généralisé pour créer le premier Grand Prix en circuit fermé qui aura lieu ici en mai 1906, sachant qu'auparavant, les courses avaient lieu de ville à ville. On a Paris-Turin, on a Paris-Madrid, Vienne, et surtout on a Paris-Madrid, 1903, 2 des frères Renault au départ, chacun sur leur voiture, et rendu déjà à Poitiers, 17 morts. Je ne parle pas des poulets, des lapins, des cochons et tout ça. Alors là, c'est sauf qui peut. Toujours est-il que le préfet de police de l'époque va arrêter la course à Bordeaux. 17 morts, ça suffit, dont un des frères Renault qui se tue à Fouévérac, un petit peu entre Poitiers et Bordeaux. Et donc, la décision est prise. Désormais, il faut faire courir les voitures sur des circuits fermés à la circulation et non pas en pleine circulation comme c'est le cas. 1904, il y aura un premier Grand Prix en Allemagne, le Grand Prix de Lavus, et puis 1905, il y aura un Grand Prix à Clermont-Ferrand sur un circuit qu'on appelle le circuit Michelin, et pour cause, les frères Michelin ont déjà, avec ou après Dunlop, inventé le pneu gonflable, et donc 1906, premier Grand Prix officiel de l'histoire mondiale, Le Mans, gros focus sur Le Mans. Il y a 160 000 véhicules à l'époque en France, 40 000 de ces véhicules viennent au Mans. C'est quand même un événement, un quart du parc automobile français vient au Mans. Alors le circuit fait 103 km, il est entre Le Mans, la limite de département en direction de l'Est vers Orléans, remonté à la limite du département venant de Paris via La Ferté-Bernard jusqu'au Mans. 103 km, 206 km de côté à protéger, c'est pas possible. Donc c'est une gabegie financière pas possible. La moitié des gens viennent à travers champs, à travers bois voir la course. Alors la course est assez étonnante. À l'époque quand même, elle fait 103 km, 97 km de ligne droite sur 103 km et vitesse atteinte 180 km/h avec des pneus qui sont larges comme une carte postale, quoi, grosso modo. Et il n'y a pas de mort. Il y a 2 jours de course, ils font 6 tours le samedi, 6 tours le dimanche, et il y a quelques accidents certes, mais il n'y a pas de mort, pas de catastrophe. Donc c'est un très gros focus mondial, vraiment c'est un succès mondial. Notre tout jeune club qui est né pour cela en décembre 1905 se voit devenir tout d'un coup très, très important, mais financièrement on s'est pris une gamelle comme on s'en est pas repris depuis, encore que. Enfin bon, parce que je vais vous raconter tout à l'heure comment, grâce à Hitler, on a sauvé les 24 heures. C'est très récent d'ailleurs, j'ai reçu la demande il y a un mois à peu près d'un Belge qui m'a dit: est-ce que vous avez des photos d'une Mercedes d'Hitler? J'ai dit oui, on a eu la voiture pendant 30 ans, je me rappelle bien, c'est moi qui l'ai vendue. Avant il me dit: vous l'avez vendue? J'ai dit oui, je l'ai vendue à un Américain qui s'appelait Richie Klein, qui était propriétaire de l'Imperial Palace à Las Vegas, un hôtel de 1300 chambres, dont les 2 étages de sous-sol étaient remplis de mannequins en tenue SS et de Mercedes d'Hitler. Ah bah oui, il y a des gens un petit peu barjots comme ça. Mais il était quand même un peu barjot d'argent, ce qui fait qu'en 1983, on avait une échéance à la Société Générale de 300 millions, je m'en souviens bien. C'était le mercredi l'échéance, et le vendredi précédent, mes patrons me disent bon, on va déposer le bilan mercredi soir, avez-vous une idée?
dit, écoutez, on a peut-être une possibilité de vendre une de nos voitures de collection. On avait déjà créé le musée en 1961 et on avait quand même quelques belles autos. Ben, il me dit, écoutez, si vous avez une idée de génie, ben, je dis, écoutez, on va risquer. Et donc j'ai appelé cet homme-là parce que je savais qu'il avait réussi à acheter 7 des 9 voitures recensées à Hitler. Que Hitler, pendant la guerre, faisait la guerre sur tellement de fronts qu'il avait une voiture blindée sur chacun des fronts où il allait. Donc il en avait racheté 7. Je l'appelle et ben, c'était un mois de mars comme ça, il était très très froid. Par rapport à aujourd'hui, il est arrivé en t-shirt, cet homme-là, immense, avec une boucle de ceinturon qui était le bouclier de Brennus, des sandbags à boucle chromée, ça m'a beaucoup marqué, le personnage. Et donc, on commence à discuter et il commence à sortir son attaché-caisse des piles de dollars. Mais vraiment, ça paraît maintenant une image un petit peu facile, mais c'était comme ça. Et puis au bout de 5 heures de discussion, j'avais le président de la CO par téléphone, parce que M. Gouloumès à l'époque était patron des comptoirs modernes à Paris, et donc au téléphone, toutes les 2 minutes, il disait, vous en êtes où? Ben, j'ai dit, écoutez, des piles, ça là, on est rendu à 150 millions, 200 millions. Ben, il me dit, tenez bon, ben, j'ai dit, oui, je tiens bon. Puis à un moment donné, le gars, il a retourné son truc, il m'a dit, ben voilà, j'ai vidé mon attaché-caisse, là, il y a 300 millions. Vous signez pas. Allô, monsieur le président, on signe pas. Il me dit 300 millions, ça fait exactement l'échéance générale. On vend. Et on a vendu la voiture d'Hitler. Et le loustic en question, je le soupçonne d'en avoir caché ailleurs sur lui parce que dès qu'on a eu signé, dans les 10 minutes qui suivaient, les douaniers sont arrivés et un camion avec un container bateau était là. Donc il savait parfaitement qu'il allait emmener le morceau. Et je me suis dit après, j'aurais peut-être pu tirer plus. Mais enfin, tout, Hitler a sauvé les 24 heures ce jour-là. Quand je disais ça au conseil d'administration, un peu la gueule. On a eu une deuxième occasion de sauver les 24 heures avec nos voitures de collection. C'était la fameuse année 90 où le prix des Ferrari flambait. Et on avait dans le musée une 250 000 Miglia qui nous avait été offerte par Sadruddin Aga Khan. L'Aga Khan, c'est un de ces personnages assez exceptionnels qui règne sur une partie du Moyen-Orient et il reçoit son poids en or de la part de ses sujets tous les 10 ans. J'ai reçu son fils il n'y a pas très longtemps, là, il est venu avec sa Porsche GT3. J'aime bien des gens simples comme ça. J'étais en Italie dans une de nos maisons, et puis mon Mister 20 n'a pas pu atterrir à Paris. Donc je suis allé à Bruxelles. Heureusement, j'avais aussi une GT3 à Bruxelles dans le garage. Et en faisant parler un peu, j'ai compris qu'il avait quand même 5 GT3 RS dans différents endroits du monde. C'est sympathique. Toujours est-il que je suppose que c'était son oncle ou son grand-père nous avait offert cette Ferrari-là. Et c'était vraiment l'année de l'apogée des prix des Ferrari. Et avec mon ami Hervé Poulain, que beaucoup d'entre vous, parce que le garage Poulain était en Normandie, si j'ai bonne mémoire, on a vendu la voiture 1,250 milliard de centimes, à l'époque, on va parler en centimes, à Jérôme Sédou, le patron de la chaîne 5 de la télé à l'époque, et puis des Chargeurs Réunis, la compagnie maritime. Et alors on avait fait, comme la voiture nous avait été donnée, on a été élégant aussi, on a demandé donc à l'Aga Khan, est-ce que vous acceptez qu'on vende la voiture que vous nous avez offerte? Quelles sont vos conditions? Eh bien écoutez, il dit c'est simple, 2 tiers pour vous, 1 tiers pour ma fondation qui s'appelle Belle-Rive, du nom de sa maison au bord du lac Léman, pour reboiser le Kenya. Donc on a fait une belle action, on a reboisé le Kenya, on a empoché les sous et ça a sauvé 24 heures. Voilà. Pour l'instant on n'a pas eu besoin, mais je redoute parce que dès que j'aurai tourné des talons définitivement de cette maison, j'ai très très peur qu'on vende une bonne partie de la collection parce que c'est toujours tentant. Il y a des voitures qui valent des sous énormes. On a une Porsche 917 là, que j'ai fait remettre en état par mécénat il y a 2 ans. J'ai aucune idée, j'ai une petite idée quand même, mais je pense qu'on pourrait en tirer 20 millions de dollars à l'heure actuelle. Parce que c'est la seule 917 en main privée qui existe au monde. Cette voiture-là, on l'a reçue en cadeau. 1971, elle a couru. Ouais. Donc je me souviens parfaitement bien, à la fin des 24 heures, dans l'avion de M. Porsche sur le terrain d'aviation, à la fin des 24 heures, on n'est pas très frais en général, on a discuté pendant 2 heures pour le don de cette voiture, et c'est là qu'on reconnaît la marque des grands. On dit, monsieur, on ne va pas vous donner une voiture le moteur cassé, on la ramène à l'usine, on remet un moteur et on vous la rend. Élégant. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils se sont engueulés avec les gens de chez Gulf, parce que la voiture était aux couleurs Gulf quand elle a couru avec Rodriguez. C'est pour ça. Et ils ont fait payer la peinture par le comte Rossi, de chez Martini Rossi. C'est pour ça que la voiture est aux couleurs Martini Rossi, alors que ce n'est pas la vraie 21, mais que c'est la vraie 18. Voilà. Comme on est entre Porschistes, on va quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et alors actuellement, je suis en train d'essayer de faire remettre en état notre Porsche 904, que j'ai négocié avec M. Michelin c'est en 1985.
j'avais un de mes mécaniciens de l'école de pilotage dont la grand-mère habitait Le Mans. Et puis il vient me voir un jour, parce qu'il était parti chez Michelin travailler, et il me dit, bah, tu sais Hervé, dans le fond du garage, chez nous, il y a une 904 qui dort sous une bâche depuis au moins 9 ou 10 ans. Attends, une 904, faut pas la laisser dormir. Donc je prends ma plus belle plume, j'envoie ça à monsieur Michelin, qui me répond le lendemain, mais monsieur, la voiture est à vous, venez la chercher quand vous voulez. J'ai pris le camion le jour même et je suis allé là-bas, parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer dans des grandes maisons comme ça. Donc on a ramené la 904, qui est assez étonnante, parce que les gens de chez Michelin, pour gagner du temps dans la détection de l'usure des pneus, ont fait monter une suspension Citroën, ce qui fait que tout en pilotant, le pilote pouvait faire varier la hauteur de caisse d'environ 22 cm, et on passait les cambrures de train, de réglage, passaient de positif à négatif. Donc on arrivait à aller vraiment d'un extrême à l'autre dans l'usure, surtout des talons, enfin des côtés des pneus. Donc cette voiture est assez exceptionnelle, c'est une voiture laboratoire complètement. Et donc je suis en train d'essayer de négocier sa remise en état, parce que chez Citroën, chez Porsche ça roule, il suffit de mettre une batterie. La preuve, la 917, 40 ans après, on a mis une bonne batterie, 12 bougies neuves, premier tour. Elle n'avait pas roulé pendant 40 ans, pas mise en marche pendant 40 ans. Une batterie, 12 bougies, bon, démarrer immédiatement. On a coupé tout de suite pour démonter parce que on sait ce que c'est, mais c'est quand même extraordinaire. 40 ans immobilisés dans un musée à l'époque, c'était le vieux musée qui était un hangar agricole, on passait de moins 11 à plus 35, avec une humidité, certains matins d'hiver, on ne voyait pas à cause du brouillard dans le bâtiment, on ne voyait pas le fond. C'est-à-dire que l'humidité, vous passiez la main sur les voitures, c'était dégoûtant, c'est incroyable. Bref. Vous êtes bien sage, vous êtes gentil. Faut m'arrêter parce que moi je vais tenir. Ah ben, nous on continue. Hein. Alors, si je voudrais quand même raconter le fait que la partie vitrée argentée qui est là-bas, c'est la boîte de nuit que nous louons à Audi. Chaque année, Audi reçoit 3000 gros clients qui sont en général leurs dealers, en tout cas tout à l'heure, concessionnaires, on va dire ça comme ça. Et donc, signe des temps. Jusqu'à 2005-2008, c'était 3000 concessionnaires américains. Et depuis 2 ans, ce sont 3000 concessionnaires chinois. Parce que Hong Kong, Shanghai, Pékin, certaines concessions, c'est 60 Audi 9 jours. Donc, alors ils en font une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit pour leurs clients Audi. Et le raffinement suprême, c'est que chacune des Audi de course a une longueur d'onde qui déclenche le changement de couleur des spots de la boîte de nuit. Donc vous dansez un tambour langoureux. C'est rouge, c'est la 1. Ça va pas. C'est blanc, c'est la 2, et c'est jaune, c'est la 3. Sauf qu'en 2012, ils ont planté 2 caisses avant minuit, c'est resté rouge toute la nuit. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'était une année étonnante cette année-là, parce que vers 1h du matin, on a vu qu'ils avaient fermé les stands des 2 voitures qui étaient abandonnées, cassées, et on a entendu dire qu'ils imaginaient arrêter la 3e voiture. Un petit peu la réminiscence de ce qui s'était passé avec Mercedes en 1955. Quand Mercedes a eu cet accident terrible en 1955, ils ont au milieu de la nuit décidé d'arrêter les 2 voitures restantes en course, ils ont replié les bagages et à 7h du matin, ils avaient franchi la frontière allemande. Comme quoi, ça je crois, déclenché aussi un petit peu une suspicion sur le carburant naturelle en disant « Oh là là, pour qu'ils s'en aillent si vite que ça ?» Ils se sentent pas le cause. Et en fin de compte, il y a eu un non-lieu au procès qui a suivi, donc a priori, parce qu'aussitôt, vous savez, on n'était pas très loin de la guerre. Aussitôt, il y a eu des gens qui disaient, oh là là, ouais, c'est de l'essence des fusées V2 qu'ils ont mis dans les Mercedes 24 heures. Tout de suite, on ne peut pas arrêter le délire des gens et le côté revanchard de la chose. Donc, Audi, et le président de la CO est allé voir le docteur Ulrich pour lui dire, mais le docteur, il ne faut pas abandonner. Et le docteur Ulrich, il dit si, parce qu'on a eu 2 accidents terribles sans casse, le 3e, jamais 203, le 3e, ça va être dramatique et on va peut-être reconnaître quelque chose qui a eu lieu ici. Donc, comme quoi, c'est resté quand même dans la mémoire des gens. Et c'est le président de la CO qui a dit à M. Ulrich, je vous demande de continuer, vous êtes en tête, continuez les 24 heures. Et il a dit, si vous nous le dites, oui, ils ont bien fait d'en gagner d'ailleurs. Oui. Pour vous dire quand même que les 2 accidents en question n'ont pas été anodins non plus. Le premier, vous avez tous vu cette photo de la voiture qui lève et qui s'éparpille. Pas un blessé, c'est miraculeux. Le deuxième, qui a été beaucoup moins médiatisé, parce qu'il s'est passé la nuit à l'autre bout du circuit, 301 km/h dans le rail pour le jeune Américain, 77 G de décélération corporelle. C'est 10 fois la résistance de l'aorte par rapport au cœur. À 7 G, l'aorte s'arrache du cœur. Il a pris 10 fois ça. En 1 milliseconde, heureusement. Et alors, comme ils sont quand même très bien attachés, avec les harnais qui sont 6 points, comment dirais-je, le siège qui les encadre bien au niveau de la tête, du visage, le ranch et tout ça,
il a pratiquement, il a rien eu d'ailleurs, si ce n'est que c'est un garçon en bonne santé, il a eu 40 secondes après le choc pendant lesquelles sa pression artérielle, sa tension artérielle est restée constante, ce qui lui a permis, étant conscient, de déboucler sa ceinture, de sortir de la voiture, d'escalader les 3 hauteurs de rail et de s'effondrer dans le fossé derrière. Après quoi, il est tombé un petit peu mal. Alors, la seule conséquence, c'est ce qu'on appelle dans le métier l'opération Orangina, secoue-moi, il a eu la pulpe qu'on a quand même pris un bon coup. Hein. Parce que imaginez la décélération du cerveau dans un choc pareil. Le cerveau avance dans la boîte crânienne pour s'écraser à l'intérieur du front et toute la moelle épinière se tire dans ce cas-là, de quelques millimètres. Donc l'opération Orangina a duré 3 semaines chez lui. Il s'est retombé. Il a retrouvé toutes ses techniques. Mais il court encore, il a couru à Sebring là. Oui. Mais ça fait quand même 2 fois qu'il nous cartonne une auto. Il en avait cartonné une au Tertre Rouge. Oui. Il avait arraché un demi-train, il essayait de repartir, le pauvre garçon, après il manquait vraiment la moitié de la voiture. C'était quelle année ça? C'était 2013, si j'ai bonne mémoire. 2013, Jean McNish là-bas et Rockefeller. Oui, de l'accident de la nuit, le bout, ça a duré un peu de temps, je me souviens. Ah oui, il a arraché 40 mètres de rail à gauche, 20 mètres à droite et encore 20 mètres plus loin. À 300 à l'heure, ça met du temps à s'arrêter l'auto, enfin, beaucoup de temps. Et on avait quand même la nécessité à cet endroit de remettre les rails impeccablement de façon à ce que, si jamais il se passait quelque chose. Et au chapitre des anecdotes, les relations entre Audi et Porsche, vous avez des choses à nous raconter sur... Parce que nous, ça nous a surpris quand on a entendu Porsche revenir, on s'est dit, Audi va s'arrêter. Oui. Et quand on en a parlé à la hiérarchie de VAG, on s'est dit, non, c'est excellent pour les groupes d'ingénieurs d'être en concurrence, même à l'intérieur de l'entreprise, ça provoque une émulation. Et l'émulation, elle est telle quand même qu'en l'espace de 10 ans, Audi a diminué sa consommation d'essence de 46%, dont 25% sur la seule année 2013-2014. Oui. 25%, avec performance constante. Quand même exceptionnel. Je reconnais que là... Alors, on en est en train de parler de technologie un peu. Tout ceci pour rappeler que les 24 heures sont quand même un énorme banc d'essai depuis l'origine. C'est un beau spectacle, c'est une grande fête populaire, mais c'est surtout pour nous, organisateurs, la volonté d'aider au progrès. Alors, nous avons depuis 3 ans instauré une 56e voiture au départ, de façon à ce que cette 56e voiture nous propose des solutions alternatives à la disparition de l'énergie fossile. On nous l'annonce sans arrêt. Enfin, se dit à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a plus que le pétrole, ils en trouvent 5 millions de barils au nord de l'Écosse ou ailleurs. Donc je pense que ça permet de faire un peu flotter aussi le prix du baril. Enfin bon, c'est comme ça. Toujours est-il qu'on essaie vraiment de justifier, de susciter chez les ingénieurs la création d'une voiture qui puisse fonctionner en dehors du pétrole. Alors on a eu des gros espoirs avec l'électrique, mais l'électrique, on n'a toujours pas trouvé la solution. Enfin, la solution existe, c'est d'avoir une situation où les batteries à bord de la voiture soient rechargées en permanence, de façon à ce qu'on n'ait pas à s'arrêter toutes les 40 minutes pour débarquer 180 kg de batterie, en remettre 180 autres et puis repartir. Parce que c'est le problème, alors, sans régénérescence de la batterie. Alors, la pile à hydrogène semble être un bon produit, hormis que le préfet de la Sarthe, devoir passer 4 kg d'hydrogène à 300 km/h devant 200 000 personnes, n'est pas vraiment fan, c'est ce qu'on puisse dire. On peut le comprendre d'ailleurs, même s'il n'est pas tout seul à être responsable, ça peut être un souci. Ceci dit, je pense que chez Porsche, ils maîtrisent déjà cette technologie. Chez BMW, il y a longtemps qu'ils l'ont, puisqu'il y a même des voitures qui existent et qui fonctionnent très bien. Donc c'est peut-être là que viendra le salut. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Peut-être. Mais bon, c'est un gros challenge. Alors au-dessus, on a également un étage qui est réservé à la presse photographique et film. Et donc, il y a une très belle prestation qui est offerte par Nikon. Nikon a un groupe de techniciens qui est là pendant 10 jours, qui répare gratuitement tous les appareils de quelque marque qu'ils soient de la presse mondiale. Et en même temps, il prête aux journalistes qui est en réparation, si j'ose dire, entre guillemets, bon, le matériel est en réparation, les matériels nécessaires à poursuivre son métier. Très belle prestation, ça fait partie des choses qui, je trouve, sont très, très positives. Et puis, bien sûr, il y a 4000 places au-dessus de tribunes, mais avec un angle, pour certains qui sont peut-être venus, qui est celui du Parc des Princes, et 45 degrés. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu, quand on est en haut, on a un peu de sentiment. D'ailleurs, aux 24 heures moto, il y en a quelques-uns qui prennent de l'élan et qui s'écrasent en bas. Malheureusement. Vous savez, quand vous êtes à 4,25, oui, on a connu ça ici avec un garçon qui s'appelait Arthur Nyquist et qui était cascadeur. Je me souviens de ça parce qu'on l'avait fait venir pour les 24 heures moto. Alors c'était un garçon qui lançait sa moto à 150 à l'heure, puis il sautait de la moto et il s'accrochait à la barre arrière derrière la selle. Il était avec des sabots en bois avec une semelle métallique et puis il essayait de remonter dessus.
J'ai bien essayé parce qu'il n'a pas réussi à tous les coups. Et puis j'ai appris qu'à Noël, avec sa sortie de bain, il a essayé de faire l'homme oiseau du 5e étage où il habitait et l'atterrissage a été assez violent. Ah oui, il y a des fondus ici, j'en ai croisé pas mal. Mais bon, ça fait partie de cet environnement où on est dans l'excès quelquefois. Ça fait partie, je crois, aussi du mythe des 24 heures, c'est qu'il y a une exacerbation des sens qui